Imaginons notre système immunitaire jouer au loup-garou. Qu'il pense réellement qu'il y ait un loup-garou parmi les villageois et les cellules saines de notre corps, et qu'il s'en prenne malheureusement à un villageois. Nous voilà là dans un cas de dérèglement du système immunitaire, une maladie auto-immune. Et aujourd'hui justement, on va parler d'une de ces maladies au nom de loup, de lupus, par le prisme d'histoire des sciences, c'est-à-dire comment les connaissances ont été accumulées sur cette maladie au cours de l'histoire. Vous êtes sur Podcast Science en l'épisode 485, nous sommes le mercredi 25 janvier 2023, bienvenue. Et en petite table virtuelle, en cet épisode, nous avons donc aujourd'hui Romulus et Rémus, dont moi et Cléora et Pascal du côté de Mulhouse. Salut tout le monde. Et notre conteuse universelle Irène qui va nous conter l'histoire du lupus de l'Antiquité à l'actualité. Bonsoir. Et je te laisse tout de suite la parole pour nous conter cette histoire du lupus. Donc, mais d'abord, j'imagine que tu vas nous définir un peu ce que c'est. Oui, tout à fait. Je vais faire un bref rappel pour voir un petit peu ce que c'est cette maladie. Et puis après, on verra un petit peu comment, au cours des siècles et des âges, on s'est formé une idée de ce que c'est. Alors donc pourquoi j'ai voulu vous parler du lupus, c'est encore alors moi c'est souvent des raisons bidons mes sujets de podcast, mais c'est parce que je suis tombée sur un article fort intéressant sur l'histoire du lupus tout simplement, et du coup j'ai voulu vous en parler. Alors comme disait Cléora, avant de parler de l'histoire, je vais quand même présenter un petit peu la maladie pour savoir ce que c'est que ce lupus. Il faut savoir qu'il y a environ 5 millions de personnes à travers le monde qui sont touchées par cette maladie. Et ce sont surtout les femmes jeunes, mais on trouve aussi cette maladie chez les hommes et les enfants. Et c'est une maladie qui peut toucher toutes les régions du corps humain. Ça peut toucher la peau, les articulations, le cœur, les poumons, le rein, le cerveau. Donc ça peut toucher plusieurs organes différents et du coup il y a un large éventail de symptômes qui est possible. Donc le diagnostic n'est pas toujours posé directement et de façon évidente, parce qu'en fait il n'y a rien de spécifique et que ça peut encore une fois s'exprimer de façon fort différente. Ceci étant dit, les symptômes les plus communs du lupus, j'hésite un peu à vous le dire parce que quand on dit ça, après il y a plein de gens qui s'y reconnaissent, mais bon. Donc vous allez probablement être fatigué et il est possible que vous souffriez, on va dire, d'une anémie, c'est une diminution de votre hémoglobine, ce qui vous fatigue, ce qui vous essouffle. Il est possible que vous ayez des maux de tête, des articulations gonflées ou douloureuses, de la fièvre aussi, des œdèmes, des gonflements, des tissus au niveau des pieds, des mains, des jambes. S'il y a une atteinte cardiaque, il est bien possible qu'il y ait des troubles cardiaques qui vont se ressentir comme des douleurs dans la poitrine et puis des essoufflements aussi. Et puis un des signes majeurs tout de même, c'est quand même l'éruption cutanée sur les joues et le nez. Et ça, on va en parler tout au long de l'émission, c'est ce fameux masque de loup, qui en fait n'est pas du tout un masque de loup d'ailleurs. on va revoir ça. Il est possible qu'on trouve d'autres signes, comme par exemple sensibilité à la lumière, un syndrome de Raynaud, on en a d'ailleurs parlé dans l'émission sur le froid, c'est-à-dire quand on a les doigts très très blancs dès qu'on ressent un petit peu de froid. On peut avoir des ulcères, ça aussi c'est très fréquent, des ulcères, des tissus qui n'arrivent pas quand on a une plaie qui ne se referme pas au niveau de la bouche et du nez. On peut avoir des thromboses aussi, donc des troubles de la circulation sanguine qui vont boucher notre système artério-veineux. Et hélas, on peut aussi avoir des avortements récidivants.
Et c'est une maladie qui s'exprime souvent avec des périodes de poussée, c'est-à-dire qu'on peut avoir des périodes de rémission où les symptômes vont s'améliorer, et puis tout d'un coup, on va avoir une poussée des symptômes qui s'aggravent sous, par exemple, la fatigue, le stress, etc. Alors, on l'a défini selon 3 adjectifs, et on va décortiquer un petit peu ces mots un peu techniques. C'est une maladie inflammatoire chronique auto-immune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Chronique, ça veut dire que les symptômes ont tendance à durer. Donc, on dit qu'ils durent normalement, pour définir une maladie chronique, on dit que ça dure plus de 6 semaines et souvent plusieurs années ensuite. Le fait que ce soit une inflammation, ça c'est une réaction de l'organisme, une réponse des défenses du corps lorsqu'il y a une agression. Donc on a des symptômes apparents tels que rougeur, chaleur locale, fièvre et œdème. Et donc ça, c'est la définition de l'inflammation. Et d'un point de vue biologique, les acteurs de cette réponse immunitaire sont engagés. Donc on va avoir notamment, par exemple, la production de nos fameux anticorps qui vont jouer un rôle dans cette réponse inflammatoire. Et puis auto-immun. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Notre système immunitaire, donc notre système de défense, un des outils qu'il utilise énormément, c'est de produire ce qu'on appelle des anticorps, qui sont vraiment des outils qui sont là pour nous défendre, pour attaquer, par exemple, ou neutraliser un virus ou une bactérie qui pénétrerait dans notre corps. Et le fait que ce soit auto-immun, ça veut dire que ces anticorps, ils vont endommager nos propres tissus. Donc ça, c'est la partie peut-être plus surprenante de cette maladie et de toutes les maladies auto-immunes en général, c'est que notre système de défense se retourne contre nous. Alors, cette maladie, le lupus, survient en général sur un terrain génétique qui va être prédisposant, mais on n'a pas un gène du lupus. Et en plus, ça semble favorisé par d'autres facteurs. On sait que, par exemple, certains médicaments peuvent déclencher un lupus. Il y a, par exemple, quelques antibiotiques ou quelques médicaments antituberculeux, quelques traitements contre la tension artérielle aussi, par exemple, ou des épileptiques qui peuvent déclencher un lupus. On sait qu'il y a des facteurs environnementaux aussi, comme le soleil, les ultraviolets du soleil, mais le tabac aussi ou le stress. Il y a certaines infections virales comme la mononucléose, donc qui est due au virus de l'Epstein-Barr virus, donc qui peuvent aussi déclencher un lupus. Et puis il y a certainement des facteurs hormonaux, surtout des hormones féminines, peut-être les estrogènes, parce que c'est bien établi, c'est une maladie qui touche en majorité les femmes. Il existe aussi une forme néonatale, c'est-à-dire qu'une forme de lupus qui se déclenche à la naissance, et ça, c'est dû au passage des anticorps de la mère qui elle-même a un lupus, ces anticorps qui vont passer chez le nouveau-né. Donc on l'a vu, ce n'est pas une maladie qui est liée à la modification majeure d'un gène, comme par exemple la mucoviscidose, mais elle est vraiment liée à plusieurs petites modifications qui, probablement, lorsqu'elles s'additionnent, elles favorisent la perturbation du système immunitaire et donc déclencher un lupus. Alors, on a 2 formes de lupus. Grosso modo, on a une forme qui est limitée au tissu conjonctif, c'est-à-dire de la peau, et donc on parle d'un lupus érythémateux, donc rouge, parce que en fait on voit des plaques rouges sur la peau, et c'est ce qui a, on verra, un peu fait que pendant longtemps on a cru que c'était une maladie uniquement de la peau. Mais on s'est aperçu, et on va voir ça un peu plus loin encore une fois, que cette atteinte peut s'étendre à d'autres organes. C'est vrai dans environ 10% des cas. Là, on parle de lupus érythémateux disséminé. Et là, c'est souvent quand la maladie devient très grave. Il faut savoir que c'est une maladie où la mortalité est quand même importante, et notamment parce qu'il y a des troubles cardiovasculaires, donc des troubles du système
des artères et des veines, et puis cardiaque. Mais on a aussi pas mal d'infections et puis des atteintes du rein aussi, et tout ça fait que cette maladie peut être parfois très grave. Donc, une fois qu'on a un petit peu cerné qu'est-ce que c'est comme maladie, voyons un petit peu son histoire au cours du temps. Alors, elle a été décrite, on sait sans être décrite, on a trouvé en Colombie une momie qui date d'environ 890 après Jésus-Christ. Et là, on est à peu près sûr que la personne avait un lupus. Donc, c'est une des premières traces vraiment prouvées de cette pathologie. Mais l'histoire vraiment de la maladie, l'histoire donc, c'est-à-dire la description de la maladie en soi, elle commence probablement au 5e siècle avant Jésus-Christ, quand Hippocrate de Cos, donc Hippocrate de Cos, c'est Hippocrate, c'est celui du serment, le serment d'Hippocrate, qui était un médecin grec qui est né donc au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc ce médecin, Hippocrate, décrit des lésions cutanées qui sont nécrosantes, c'est-à-dire destructives. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que la maladie était bien identifiée par ses symptômes. Et en fait, pendant des siècles, on a cru qu'il ne s'agissait qu'une maladie de la peau. Et on verra, en fait, on pourrait voir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pendant de longs siècles, les siècles suivants, et on a en fait pas mal de traces écrites, même au Moyen-Âge, on la décrivait très très souvent. Elle était décrite comme une maladie de la peau et on la confondait volontiers avec la lèpre ou des cancers de la peau. Mais la description de ces lésions ulcéreuses, des ulcères, c'est une plaie qui ne cicatrise pas, donc, ressemblait parfois à des morsures de loup. Et c'est ce qui a donné le nom à la maladie, le lupus. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout à cause de la forme de masque de loup que l'on évoque devant cette maladie, mais en fait, quand on parle du lupus, donc c'est parce que les marques sur la peau ressemblent à des morsures de loup, mais l'éruption en elle-même ressemble à un motif en aile de papillon. Donc je pense que sur la chatroom, on pourra vous mettre une illustration de la forme du masque qui est en fait en aile de papillon. Ouais, on dirait, quand c'est très léger, on dirait presque du maquillage, quoi. Ça fait presque mignon, presque, quand c'est très léger. Oui, tout à fait. Oui. Tant qu'on en reste là, ça va, effectivement. Alors, pendant les siècles suivants, on retrouve des descriptions assez nombreuses des symptômes de cette maladie dans divers ouvrages de dermatologie, car encore une fois, c'était bien au niveau de la peau et surtout au niveau du visage qu'on pouvait avant tout observer les signes de cette maladie. Alors, comme dit Cléora, ça peut être très léger, ça peut être des dartres, des rougeurs, mais malheureusement, parfois, ça prend des tournures beaucoup plus graves, des ulcérations au niveau des joues, du nez, des paupières, des lèvres, et puis parfois, ça devient une atteinte plus profonde au niveau des muscles, et c'est là qu'on parle de morsure de loup. Et puis, il faut attendre le 19e siècle et les observations d'un jeune médecin hongrois qui s'appelle Moritz Kaposi. Alors, Kaposi, le nom est bien connu en médecine, malheureusement, parce qu'il a donné son nom, ce monsieur Kaposi, ce médecin, à de nombreuses pathologies variées, le syndrome de Kaposi, le sarcome de Kaposi, etc., et dont des maladies, en fait, assez graves. Et donc, c'est lui qui, ceci étant dit, c'est lui qui a décrit la maladie et avec les deux formes qui commencent à être bien différenciées, donc la forme exclusivement cutanée et puis la forme diffuse. Et donc, ce n'est qu'à partir de ces descriptions, de ces observations, que les médecins ont pris conscience que la maladie était systémique, c'est-à-dire qu'elle n'était pas localisée à un organe, mais qu'elle était généralisée. Donc, on est au 19e siècle simplement, et là, on commence à comprendre. C'est là qu'il vient en jeu dans la pièce un jeune médecin canadien
qui a compris vers la moitié du 19e siècle qu'on pouvait même avoir des manifestations systémiques généralisées, donc sans lésions dermatologiques. Donc là, on s'aperçoit qu'on peut avoir un lupus et ne pas avoir de manifestations cutanées, en fait. À partir de là, les descriptions deviennent beaucoup plus précises et on comprend clairement que c'est une pathologie qui va atteindre ce qu'on appelle le tissu conjonctif, les tissus mous dans notre organisme, mais aussi qui va atteindre les reins, le cœur, le système cardiovasculaire en général, les articulations, voire les poumons. Ceci étant dit, on ne sait toujours pas ce que c'est. La maladie, maintenant, elle est bien décrite, on a les symptômes, on a ce qu'on appelle un bon tableau clinique, avec des symptômes bien répertoriés, mais c'est tout, on ne sait pas du tout d'où ça vient. D'autant plus que, à cette époque, on croyait volontiers qu'une maladie correspondait à un organe, c'est-à-dire qu'il fallait avoir un organe malade et c'était une maladie, donc c'était compliqué de comprendre ce qu'était cette maladie qui en fait était systémique, c'est-à-dire encore une fois généralisée. De plus, si on commençait à comprendre un petit peu les mécanismes, nos mécanismes de défense immunitaire, il y a eu quand même notamment le professeur Ehrlich qui a eu un prix Nobel de médecine en 1908 pour sa découverte de l'immunité humorale, donc un des mécanismes de l'immunité. Ce professeur qui a eu un prix Nobel parce qu'il a fait des découvertes essentielles, lui pensait quand même, il pensait impensable, enfin il croyait, impossible que nos propres armes de défense puissent nous attaquer. Donc à partir de là, c'était incompréhensible en fait, et donc il y avait une sorte d'impasse. Heureusement, cette croyance, elle est ébranlée de plus en plus au cours du XIXe siècle et la notion de maladie auto-immune avec atteinte généralisée commence à faire son chemin. Alors pour l'anecdote, en 1906, il y a un test de dépistage de la syphilis qui est mis au point. Donc on pourrait penser que ça n'a rien à voir. Mais en fait, les médecins se sont rendus compte que ce test était positif chez les patients atteints de cette fameuse maladie du lupus, même s'ils n'avaient pas la syphilis. Donc ça croisait en fait. Et donc ça n'a pas été révolutionnaire en soi parce qu'on savait déjà identifier le lupus. Mais c'était quand même intéressant et ça a aidé un petit peu à comprendre ensuite comment ces auto-anticorps agissaient, parce que finalement, au final, aujourd'hui, on sait très bien pourquoi ce test fonctionnait si bien. C'est parce que un des réactifs qu'on utilisait pour faire ce test, c'était un extrait de cœur de bœuf. Et on sait maintenant que celui-ci contient un type de lipide qu'on retrouve partout, qui est très ubiquitaire et qui est fréquent donc chez tous les animaux, y compris chez les humains. Et ce type de lipide, ce sont les phospholipides. Et dans le lupus, un des anticorps qui est produit par notre corps a bien pour cible ces fameux phospholipides, d'où la réaction positive de ce test. Alors, on s'en sert encore un tout petit peu parfois dans le diagnostic, c'est plutôt anecdotique, mais ça n'a pas complètement disparu en fait. En 1948, il va y avoir une découverte majeure. Il va y avoir une équipe d'hématologues de la fameuse clinique Mayo aux États-Unis qui va découvrir quelque chose de fascinant. Ce sont les TART cells et les LE cells. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est intéressant. Ce sont deux types de cellules qu'on rencontre fréquemment au cours du lupus, mais pas seulement. Et ce sont des types de cellules qu'on retrouve dans la moelle osseuse des patients. Alors, à l'origine de cette découverte, il y a eu une erreur de manip, comme ça arrive assez régulièrement en science. Pas toujours, pas fréquemment, mais ça arrive. Une erreur de manip qui engendre une grande découverte. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un médecin, le docteur Hargraves, qui a oublié tout simplement dans sa poche un échantillon d'une moelle osseuse qui avait été prélevé chez un jeune patient dont on n'arrivait pas à déterminer la pathologie. Et il a oublié cet échantillon et puis au bout de quelques jours, il a quand même décidé de regarder ce frottis de moelle osseuse et il a observé ces fameuses cellules, un phénomène qui est assez éloquent, qui est assez caractéristique du lupus,
même si encore une fois, on ne trouve pas que chez le lupus. Et alors, ça a permis de donner un outil de diagnostic et en même temps, ça a permis de comprendre les mécanismes de la maladie. Ce qu'il a observé, grosso modo, on va dire, c'est une forme de cannibalisme. En fait, ce sont des cellules de la moelle osseuse du patient qui mangent d'autres cellules de la moelle osseuse. Alors, je dis ça parce que j'ai fait, il y a quelques années, un dossier sur le cannibalisme et c'est vraiment un sujet que j'aime bien, en fait, qui me fait bien sourire. Mais alors, parler de cannibalisme, c'est très osé, mais en fait, c'est vraiment le fait qu'il y ait des cellules, dont c'est le rôle d'ailleurs, hein, dans notre corps, d'aller absorber d'autres cellules pour les détruire, pour les attaquer, ce qu'on appelle, en simplifiant, une forme de phagocytose. Donc, ce sont ces fameuses cellules qui vont manger d'autres, entre guillemets. Et au passage, notons que le nom de Tartecelle, ça réfère au nom du patient, bien que l'histoire a oublié le nom complet de ce patient, en fait. Donc, il y a des subtilités entre les Tartecelles et les LE-celles, mais néanmoins, le mécanisme est le même. C'est ce fameux phénomène de phagocytose qu'on retrouve encore une fois très souvent au cours du lupus dans la moelle osseuse des patients. Alors même si l'utilisation de ces cellules comme outil de diagnostic est de moins en moins utilisée parce qu'on a maintenant des outils de diagnostic beaucoup plus efficaces, c'est quand même un point décisif. Donc vers 1900, on est là dans les années au milieu du XXe siècle. Hein. Et il y a une autre découverte essentielle en 1950 qui va faire avancer énormément la compréhension de cette maladie. Ce sont les recherches d'un docteur Azeric qui ont permis d'établir que c'était bien un auto-anticorps qui était responsable de cette maladie. Et en 1954, on a compris que cet anticorps avait pour cible le noyau de nos propres cellules. Alors, je ne vais pas détailler parce que ça présente pas énormément d'intérêt dans le cadre de ce podcast, mais en gros, il suffisait, c'est bien facile à dire comme ça, de prendre le sérum de patients qui étaient malades et de les mettre en contact avec la moelle osseuse de ce même patient, et puis on s'apercevait que il y avait des cellules qui étaient détruites, d'autres qui étaient phagocytées, etc. En fait. Donc le mécanisme, on le voyait en déclenchant la mise en contact du sérum des patients qui contenait donc l'auto-anticorps et cet auto-anticorps qui allait détruire les cellules cibles. Notamment, on a fini par comprendre, c'était pas tant les cellules cibles que le noyau de ces cellules cibles qui sont encore une fois nos propres cellules. Donc là, en 50 ans, on est passé en gros, une sorte de consensus scientifique qui disait que c'était impossible que le système immunitaire s'attaque à nous-mêmes, en gros, à des preuves vraiment réelles et scientifiques au milieu du XXe siècle. Quoi, ouais. En 50 ans. Ouais, ça s'est accéléré avec une vitesse faramineuse. Je pense que ça allait de pair avec la découverte des modes de fonctionnement, encore une fois, du système immunitaire et la découverte des maladies auto-immunes. Alors, au cours des mêmes années, sans vraiment grand rapport avec la maladie, il y a une technique essentielle qui a été mise au point, une technique essentielle dans la boîte à outils des techniques de diagnostic en biologie qui a vu le jour. Et qui a vraiment aidé aussi dans le diagnostic de la maladie. Alors, cette technique, le principe, c'était d'arriver à tracer, à détecter des anticorps en leur attachant une petite molécule qui nous permet de les repérer. Donc, en l'occurrence, c'était l'idée d'aller attacher une molécule fluorescente sur un auto-anticorps ou un anticorps, et on peut voir ensuite où sont ces anticorps, en fait. C'est ce qu'on appelle l'immunofluorescence. Alors, aujourd'hui, il y a plein de techniques qui utilisent l'immunofluorescence. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir repérer et détecter des anticorps en leur mettant une petite molécule fluorescente. Il y a eu des variations. À passer une époque, ça se fait encore, d'utiliser un marqueur radioactif au lieu d'une molécule fluorescente, par exemple.
Le principe, en gros, reste le même. C'est juste le mode de détection qui est différent. Alors, l'énorme avantage et l'intérêt de cette technique, c'est que ces anticorps, en plus, ils restent fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas neutralisés, c'est-à-dire qu'ils sont toujours capables d'aller se fixer sur leur cible et de la neutraliser, voire de la détruire si besoin. Donc ça, effectivement, c'est aussi un point crucial. Et donc, grâce à cette technique, c'est comme ça qu'on a découvert que ces anticorps du lupus, qu'on appelle les anticorps lupiques, s'attaquent plus précisément à l'ADN de potentiellement toutes les cellules de notre corps, d'où les atteintes multiples. Là, on a bien posé les mécanismes de la maladie, où donc on a des mots-clés, l'anticorps lupique, qui est donc un auto-anticorps, qui s'attaque à l'ADN, de potentiellement, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas systématiquement, mais potentiellement toutes les cellules du corps humain. Donc, d'où, encore une fois, le fait que parfois la maladie devient généralisée. Alors, j'en profite encore une fois pour faire une petite digression et parler de cellules que l'on cultive en laboratoire qui, parce qu'elles sont extraites de cancers, sont immortelles. Et ces cellules, elles ont aussi permis de jouer un rôle super important dans la compréhension de la maladie du lupus. Et donc, ce sont des cellules, on en a pas mal entendu parler il y a quelques années à cause de la personne qui a permis d'utiliser ces cellules. On en a parlé dans ce podcast et honnêtement, je ne me souviens pas dans quel épisode, mais je voulais revenir rapidement là-dessus. Donc, ce sont des cellules qu'on cultive en laboratoire et parce qu'encore une fois, elles sont extraites de tumeurs, elles sont immortelles. Et donc, je veux parler de la lignée des cellules HeLa, qui est très, très utilisée et qui est donc formée de cellules qui se cultivent relativement aisément et qui proviennent d'une seule patiente qui maintenant, on a rendu César à César et donc, on sait qui est cette patiente et elle a été un petit peu, remerciée par les services que, bien malgré elle, elle a rendu à la science. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Henriette Lacks, et donc elle s'appelle Henriette, si vous prenez les 2 premières lettres de son prénom et les 2 premières lettres de son nom, Henriette Lacks, ça donne la cellule HeLa. Donc, cette dame vivait aux États-Unis, en Virginie, et fort malheureusement, elle a été victime d'un virus qui s'appelle le papillomavirus, notamment la souche HPV-18, qui est une cellule qui va infecter les cellules du col utérin et qui est responsable de la grande majorité des cancers du col de l'utérus chez la femme. Alors, encore une fois, je digresse dans la digression. À titre absolument personnel, et ça n'engage absolument pas Podcast Science, je recommande très fortement la vaccination anti-HPV chez vos enfants. Voilà, garçons et filles. Ça a vraiment fait chuter le cancer du col de l'utérus chez la femme dans les pays qui ont commencé à l'utiliser il y a quelques années. Donc, personnellement, je le conseille vivement. Bref, cette dame qui, à l'époque, ne pouvait pas bénéficier de la vaccination, chez elle, on a trouvé des chromosomes en surnombre, des gènes qui étaient anormalement surexprimés et qui ont malheureusement entraîné le développement d'un cancer très agressif. Et donc, ça veut dire dit cancer très agressif. Qui dit cancer très agressif dit multiplication effrénée des cellules infectées et production, en l'occurrence intensive, d'une enzyme spécifique qu'on appelle la télomérase. En effet, normalement, une cellule ne peut se multiplier qu'un nombre limité de fois dans notre corps, mais à chaque division, les extrémités de ces chromosomes vont se raccourcir, ces extrémités qu'on appelle les télomères. Mais dans les cellules infectées, notamment celles d'Henrietta Lacks, cette télomérase, elle réparait continuellement les télomères détruits et ça permettait à ces cellules de se multiplier littéralement à l'infini. Donc, en février 1951, Henrietta est conduite à l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore. Précisons qu'à l'époque, c'était le seul de la région qui acceptait d'accueillir des patients noirs. Et avant de
tenter de traiter la tumeur au radium, le chirurgien en a prélevé un échantillon sans rien dire en fait, sans rien dire à la patiente. C'est pour ça que Henrietta Lacks est restée dans l'ombre pendant très très longtemps. Et il se trouvait, en fait, pourquoi il a fait ça, c'est parce que dans le même hôpital, il y avait un spécialiste des cultures de cellules tumorales, George Jay, et celui-ci cherchait depuis des années à développer une cellule, une lignée, ce qu'on appelle une lignée de cellules humaines, donc des cellules humaines immortelles, c'est-à-dire que des cellules que l'on pouvait mettre en culture dans une boîte, hein, et qui ne mourraient jamais. Et il cherchait à faire ça depuis des années, et ben en fait, avec ces fameuses cellules LA, dès qu'elles ont été mises en culture dans un milieu qui était adapté, et ben on a bien vu qu'elles étaient capables de se développer rapidement et indéfiniment. Et ça a été un matériel de travail vraiment utile aux chercheurs du monde entier, donc dès qu'on s'est aperçu qu'elle multipliait bien ces cellules, l'assistante de George Jay a placé l'échantillon d'Henrietta Lacks dans un milieu de culture et a noté sur le tube les premières lettres du nom de la patiente. Et là, donc ces cellules, elles se sont multipliées de façon spectaculaire. Il faut savoir qu'elles doublent en nombre toutes les 24 heures. Et ce spécialiste a rapidement saisi l'ampleur de sa découverte et donc, ce qui est bien, c'est qu'il en a expédié à tous les chercheurs intéressés dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'on les utilise énormément. Et aujourd'hui, vous pouvez les acheter dans les banques de données pour cellules. Moi, quand j'étais aux États-Unis, je faisais de la recherche, j'en utilisais beaucoup. Et c'est vrai qu'elles se cultivent. Elles font partie des cellules qui se cultivent relativement très facilement. Et lorsque Jay a démontré que les cellules LA étaient sensibles, par exemple, au virus de la poliomyélite, et ben c'est ce qui a servi à élaborer le vaccin. Donc la première usine de production a pu voir le jour grâce à ces cellules LA, par exemple. Voilà, donc en quelques mois, dans les laboratoires du monde entier, LA devient l'outil de référence et c'est un stock inépuisable. Ça a permis de faire plein de découvertes, de tester toutes sortes de toxines, d'agents infectieux, de comprendre au fil des années le fonctionnement des hormones, des anomalies chromosomiques et les mécanismes d'expression des gènes, etc. On les a même envoyés dans l'espace en 1960 pour étudier l'impact de la pesanteur et des rayonnements sur les structures cellulaires. Voilà, donc depuis, la famille d'Henrietta, elle a demandé à ce que elle ne soit pas oubliée, parce que, encore une fois, bien malgré elle, la pauvre, elle a ces cellules ont été, je veux dire, une préciosité énorme pour les avancées de la médecine. Ceci étant dit, revenons un petit peu à notre immunofluorescence, donc cette technique de marquage des anticorps par une molécule fluorescente. Et donc, à partir du moment où cette technique elle a été mise en évidence, et ben là, ça a été une explosion aussi, et tout un panel d'auto-anticorps a bien été découvert, qui a été bien à l'origine des découvertes et de la compréhension des maladies auto-immunes. Alors depuis, on sait que le lupus, ça s'associe parfois à ce qu'on appelle le syndrome des anticorps antiphospholipides. Donc on a parlé de ces anticorps qui s'attaquent à des lipides particuliers, les phospholipides. Et malheureusement, quand ils existent, ces auto-anticorps, eh ben, il va y avoir des thromboses et parfois aussi des avortements récidivants chez les patients. Et donc, même si les techniques se sont affinées et déclinées sur multiples variations, la recherche des auto-anticorps, vraiment maintenant, c'est le pivot dans les critères de diagnostic du lupus. Donc, on a plusieurs types de tests, on peut rechercher plusieurs types d'auto-anticorps pour essayer de voir, de poser le diagnostic, sachant que la clinique est essentielle de toute façon. C'est vraiment les signes cliniques qui vont déclencher la recherche biologique.
Voilà, je voulais quand même finir quelques mots sur le traitement quand même du lupus, pour avoir une note positive. Donc on est passé de traitements peut-être un peu farfelus, à base de chèvrefeuille ou d'huile de foie de morue, même d'arsenic, à des substances qui étaient de plus en plus efficaces. Par exemple, vers la fin du 19e siècle, on a commencé à utiliser la quinine qui semblait agir sur les manifestations cutanées, mais ça permettait pas vraiment de rentrer en rémission durable. Ensuite, on a utilisé des sels d'or et puis on a décidé que finalement, on s'est rendu compte qu'ils aggravaient la maladie comme d'autres classes de médicaments, des antibiotiques comme les sulfamides par exemple. Et puis, grande découverte, encore une fois, qui n'a a priori rien à voir, d'ailleurs non, ça n'a rien à voir avec le lupus, mais ça a été un grand tournant dans le traitement des maladies des maladies immunes. C'est en 1930 le Suisse Rammstein qui est arrivé à extraire la cortisone de la glande surrénale. Et ça, c'est le début d'une grande, ou petite, je sais pas, j'ai envie de dire grande, allez, révolution thérapeutique. Parce que très vite, on s'est aperçu de l'effet anti-inflammatoire très puissant de cette molécule et de ses dérivés. Et ça a été un grand soulagement pour beaucoup de patients. On l'a utilisé beaucoup pour la polyarthrite rhumatoïde, qui est un autre type de maladie auto-immune assez fréquente. Et elle a été ensuite employée avec succès dans le lupus. Et puis, dans les années 50, on a commencé à utiliser d'autres traitements. On a continué finalement sur la piste des antipaludéens comme la chloroquine. Et dernièrement, on a mis en service une dernière arme. C'est plutôt que de chercher à complètement abolir la réaction immunitaire, on va la moduler. Donc on utilise des immunosuppresseurs, j'allais dire, plus subtils, moins forts que les stéroïdiens. Donc on module la réponse immunitaire plutôt que de la supprimer, et on a pour ça un nouvel arsenal de molécules. Alors, il y a une question dans la chatroom, pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes concernées? Eh ben, on ne sait pas très très bien. C'est vrai que les maladies auto-immunes, il y en a beaucoup qui touchent plutôt les femmes, donc on suspecte qu'il y a un facteur hormonal qui fait que les femmes sont plus sujettes aux maladies auto-immunes. C'est la piste la plus probable. Ceci étant dit, je pense qu'il faut peut-être pas éliminer peut-être un facteur génétique aussi. Je sais pas du tout. Ouais, tu as parlé de génétique, prise de médicaments, des facteurs environnementaux, tabac, stress, C'est infection ça. virale, facteurs Ouais. hormonaux. On sait vraiment pas, c'est le flou total, quoi. Oui, c'est ça. Il y a plein de maladies finalement, on ne sait pas pourquoi certains vont attraper cette maladie et puis d'autres non. Enfin, bêtement, même le Covid, on ne sait pas pourquoi il y a des gens dans une fratrie, une famille qui vont l'attraper et d'autres non. Les maladies auto-immunes, pourquoi est-ce que c'est plus souvent les femmes? Oui, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, heureusement d'ailleurs. Voilà, en conclusion, de ce petit dossier, en fait, au cours des siècles, le lupus est passé d'une pathologie dermatologique à une pathologie systémique, et même les premiers diagnostics biologiques furent un peu dus au hasard, comme les tests pour détecter la syphilis, ou cette découverte fortuite des cellules TART ou LE, qui ont permis de comprendre l'origine auto-immune de cette maladie. Mais on n'arrive toujours pas à la guérir complètement. Et puis, il y a encore pas mal de gens qui sont gravement atteints, quoi. Et puis un petit mot sur les maladies auto-immunes. Il faut savoir que ça touche environ 7% de la population française. Parmi ces maladies, la première, c'est le diabète de type 1, et puis la sclérose en plaques, les troubles de la thyroïde, et puis la maladie cœliaque, la vraie allergie au gluten, et enfin la polyarthrite rhumatoïde. Et
le psoriasis. Voilà. Donc, j'espère que tout ça, ça vous aura peut-être aidé un petit peu à comprendre ces maladies qui sont pas rares et qui peuvent se décliner sur toutes les variations entre quelque chose qui va être gênant jusqu'à malheureusement parfois des formes létales en fait. Voilà. Eh ben, très bien. En même Je temps, sais. oui, c'est assez rapide puisque on n'en sait pas grand-chose plus que ça, finalement, comme C'est tu dis. ça. Ouais. Alors c'est vrai que c'est déjà pas mal de pouvoir la diagnostiquer. Ouais. C'est pas mal de pouvoir avoir un arsenal de médicaments. De pouvoir choper les anticorps pour savoir, bon voilà, c'est ça. Ouais. Les Ouais. médicaments pour éviter que Bah, ça fasse. Ouais. Ouais, comme tu disais, éviter que ce système immunitaire il s'emballe. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a des effets secondaires. On ne peut pas complètement aller inhiber, neutraliser notre système immunitaire parce que ça veut dire qu'on va attraper d'autres Ouais. maladies. Donc il faut trouver un bon équilibre. Et c'est tout là l'art en fait du traitement. C'est-à-dire que on peut pas mettre les gens dans des bulles. On peut pas supprimer leur système immunitaire. Et pourtant, quand il y a des périodes de crise, il faut quand même moduler cette réponse immunitaire. Et c'est là vraiment où il faut doser et ça devient compliqué, quoi. C'est là où le traitement est vraiment très compliqué et ça marche pas toujours. Ok. Je pensais pas que c'était aussi flou que ça, tu vois, sur le lupus, etc. Du coup, c'est un peu l'inconnu, presque encore, toujours. Quelque chose plus en lien avec ta citation. Ben voilà, c'est ça. Donc la citation, c'était un petit peu inévitable. C'est, ouais, j'ai presque, ça me fait un peu sourire de le dire, mais bon, bref. Homo homini lupus est. Voilà, c'est cette locution que l'on trouve chez Plaute. C'est que l'homme est un, comment on dit en français, l'homme est un loup pour l'homme, c'est ça, je crois. Je sais plus comment on dit. Ouais, l'homme, enfin celui qu'on connaît pas en fait, est un loup pour l'homme. Voilà. L'homme qu'on connaît pas. Ouais. Donc cette locution, elle nous vient de Plaute, qui était un auteur latin, qui était environ du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bon, il voulait dire effectivement que l'homme peut prendre un loup pour celui qu'il ne connaît pas, pour un autre humain qu'il ne connaît pas, et par extension qu'en fait on a peur de ce qu'on ne connaît pas en fait. Voilà. Et il y a une dernière question dans la chatroom d'ailleurs. Je sais pas si tu peux avoir une réponse ou j'en sais rien. En fait, il y a comme quoi les maladies auto-immunes, en fait, est-ce que c'est que en Europe où il y a trop d'hygiène entre guillemets, ou alors on rencontre ça sur toute la planète? Ah ouais, non, les maladies auto-immunes, elles sont sur toute la planète. Alors vraiment, c'est bien distribué. Alors il y a peut-être des populations qui sont peut-être plus sujettes, il y a peut-être des petites variations, mais non. Les maladies auto-immunes, on les trouve partout. Alors attends, la question, elle était parce que ça m'a fait penser à autre chose du coup. C'était, est-ce que on les retrouve chez tout le monde? Et c'était quoi d'autre, tu m'as dit? Donc les maladies auto-immunes, c'est que en Europe où il y a trop d'hygiène, donc. Ah oui, trop d'hygiène, voilà. En Alors gros, non. en gros, ça sous-entendu, c'est s'il y a trop d'hygiène, est-ce que ça engendre des maladies auto-immunes? J'imagine que c'est ça la question. Alors, en fait, alors, donc encore une fois, ce n'est pas du tout limité aux populations européennes. C'est la personne qui a posé ça a certainement la notion, on s'aperçoit de plus en plus que les allergies sont dues à un excédent d'hygiène. Alors, une allergie, c'est quoi? C'est aussi un dérèglement du système immunitaire, mais c'est pas auto-immun. Mais c'est quand même une réponse explosive de notre réaction immunitaire. Et on s'est aperçu qu'il y avait probablement un lien avec le fait qu'on a trop d'hygiène et du coup, trop d'hygiène, ça veut dire quoi? Par exemple, vous avez un enfant qui vient de naître, il y a des parents qui sont très très hésitants à amener leur enfant à l'extérieur, mettre l'enfant en contact avec d'autres enfants, qui vont tout stériliser, tout nettoyer, tout javeliser, tout désinfecter. Et puis malheureusement, lorsque l'enfant rentre en contact
finalement, au cours de sa vie, avec certains germes, on va dire, eh ben, le système immunitaire, il va exploser, il va avoir une réaction disproportionnée par rapport à ce qu'un enfant qui aurait été mis en contact progressivement au cours de son développement, la réponse que cet enfant aurait pu développer. Une réponse normale, entre guillemets. Ouais. Donc ça, on s'en est aperçu, hein, que les allergies aussi alimentaires, peut-être, venaient de là aussi. On a de plus en plus, c'est vrai que le nombre d'allergies semble augmenter au cours des âges, et on pense qu'effectivement, il y a un lien avec notre hygiène de vie. Ouais. Mais pas les maladies auto-immunes. Ouais, c'est pas auto-immune parce qu'il y a bien quelque chose d'extérieur qui arrive et c'est bien la chose extérieure qui est étranger, c'est vrai. C'est ça. C'est pas des auto-anticorps qui provoquent la réaction inflammatoire. Là, pour le coup, c'est vraiment des auto-anticorps. Mais comme tu dis, c'est pas des auto-anticorps. C'est-à-dire des anticorps qui vont avoir pour rôle ou de neutraliser un germe, par exemple, et qui vont provoquer ces sensations d'inflammation. Rougeur, chaleur, etc. Voilà. Okay. Mais c'est vrai que les maladies auto-immunes, c'est problématique. Hein. Il y a beaucoup de gens quand même qui en souffrent. On en voit beaucoup dans le milieu médical et ça peut être très invalidant. Ça peut être jusqu'à l'état, comme tu dis, si oui, c'est diffus après dans tous les organes. Tout à fait. Tout à fait. En gros, on en connaît un peu plus, mais c'est encore l'inconnu sur la cause. Donc c'est un peu la peur de l'inconnu, comme symbolisé par le loup sur ta citation, en gros. Ouais. Je veux dire ça. Tout à fait. C'est exactement ça. On conclut là-dessus ? Allez. Ouais. Donc merci à toi, Irène, de nous avoir éclairé sur l'inconnu loup, qui est le lupus. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous suivre et nous écouter, en espérant que la suite de cet épisode lupus ne sera plus synonyme de crier au loup. Au prochain épisode, pour toujours plus explorer les connaissances inconnues et que la science soit votre joie.